3 mois, c'est le délai que l'Agence nationale des transports terrestres accorde aux propriétaires des motocyclistes qui ont fait des demandes de plaques d'immatriculation auprès de l'agence pour le retrait. À l'en croire, garder une plaque qui n'est pas utilisée constitue un risque pour la nature et pour les usagers. Pour le moment, l'agence va poursuivre sa communication autour du retrait et surtout des réformes qui simplifient l'obtention. Le directeur général de l'ANAT a également profité de ce rendez-vous médiatique pour faire le point des actions du processus de dématérialisation de l'immatriculation et les innovations apportées par l'agence. À l'entendre, l'ANAT répond aux préoccupations des usagers en simplifiant le processus d'immatriculation des motos en collaboration avec les concessionnaires. Dans le souci de répondre aux différentes préoccupations des usagers, l'ANAT a optimisé le processus d'immatriculation des motos. Nous avons mis en place un système d'immatriculation des motos à partir des concessionnaires. Actuellement, les usagers qui achètent les motos chez les concessionnaires, je peux citer Spiro et Evame comme projet pilote, peuvent acheter leurs motos et obtenir leurs plaques en temps réel. Des initiatives en cours permettent aux usagers, non seulement à travers les concessionnaires, mais aussi au niveau de nos agences, d'obtenir leurs plaques en temps réel. Dans 24 heures, l'usager qui remplit toutes les conditions peut obtenir sa plaque. On a déconcentré nos services au niveau de nos bureaux départementaux. Pour les motos non immatriculées, aujourd'hui, je peux vous expliquer que le processus offert à l'ANAT continue. Nous appliquons la même procédure. On a réduit les étapes de traitement du service de 8 à 3 actuellement. Au niveau de l'agence, quand l'usager se présente, il a le service en même temps. Après avoir rempli toutes les conditions, le traitement se fait en même temps et la plaque est donnée. Donc, c'est la même procédure au niveau des concessionnaires qui est appliquée aussi au niveau de l'ANAT pour le moment. Et actuellement, nous sommes en train de sensibiliser la population à venir retirer les plaques qui ont été demandées. Nous sommes en train de travailler aussi avec nos points focaux au niveau des communes et aussi avec les chefs d'arrondissement au niveau de Cotonou pour informer aux usagers qui avaient fait la demande d'immatriculation de venir retirer leurs plaques. Nous sommes en train de communiquer, de sensibiliser, mais nous allons passer à une autre étape de donner le délai qui sera de 3 mois à partir du mois prochain. Passé ce délai, les plaques non retirées se verront détruites. Pourquoi? Parce que garder une plaque qui n'est pas fixée ou bien qui n'est pas utilisée constitue un risque pour nous et pour même les usagers. Donc ces plaques, on va continuer à sensibiliser les gens à venir les retirer, mais une fois le délai de 3 mois dépassé, ces plaques seront détruites au risque à la charge des propriétaires. Nous avons d'abord fait des sessions de concertation avec les partenaires. On a fait des formations, c'est depuis l'année passée. Et nos agents ont formé, sur toute l'étendue nationale, les vendeurs de motos ou bien les concessionnaires, comme on dit. Certains se sont portés volontaires à commencer avec ce projet. C'est Spiro et Evame. Et les autres aussi vont joindre. Ils sont en train de se préparer. Et la formation continue à tous les prestataires qui voudraient bénéficier de cette procédure de facilitation des usagers.
la chaîne de prise en charge d'une victime, il y a plusieurs acteurs qui sont engagés. Il y a l'INF, il y a le commissariat qui est une porte d'entrée, il y a les CPS, il y a des ONG aussi. Alors il est important qu'on puisse parler le même langage, qu'on puisse coordonner les actions, qu'on puisse travailler dans la synergie, de sorte à ce que lorsque une porte d'entrée reçoit une victime, elle puisse déjà comprendre de quoi a besoin la victime et qu'elle puisse référer la victime à l'acteur qu'il le faut en fonction des besoins de cette victime-là. Nous sommes une institution nationale, c'est nous qui mettons en place ce mécanisme-là, co-construit avec les différents acteurs. L'objectif aussi, c'est de pouvoir permettre à la victime de ne pas avoir à raconter son histoire encore et encore. Parce que le fait de raconter son histoire fait que la victime revit encore le drame par lequel elle est passée. Quand ça va dans tous les sens, les résultats ne sont pas forcément atteints. Et les munitions, c'est aussi les outils que vous voulez mettre à la disposition des acteurs qui sont sur le terrain pour que la prise en charge soit véritablement adéquate, appropriée et au bonheur des victimes qui sont véritablement légion dans notre département. Que deviennent les victimes quand nous les avons envoyées ailleurs? Parlons ensemble de ce cheminement qui laisse parfois la place à l'oubli et à l'imprécision, à la quantification erronée des cas de violence basés sur le genre. Arrêtons-nous pour tracer ce chemin. Traçons-le pour faire voir les vrais constats de la lutte. Si nous sommes capables de créer en moins de 5 ans 800 000 emplois, alors nous allons être plus ambitieux. On a évalué quel était le chemin parcouru depuis 2021. Eh bien, en 2023, on avait déjà créé 1 300 000 emplois. Donc on était déjà à l'objectif qu'on s'est fixé. Et donc 2024, 2025, 2026, on sera à beaucoup plus que cela. Il ne faut pas s'asseoir et attendre que l'emploi revienne. Et ça commence par les profils que vous avez. Le taux de sous-emploi, c'est près de 79% au niveau de la jeunesse, ce qui reste très élevé. Et c'est dans cette optique aujourd'hui que nous avions amorcé des polygrammes pour la transformation structurelle de notre économie. Et cette transformation structurelle passe par l'industrialisation, mais aussi ouvrir l'opportunité à des jeunes qui sont déscolarisés ou qui ont été très peu à l'école. C'est ce qu'offre par exemple le programme Azoli. Je pense que les premiers lycées vont être ouverts fin de l'année prochaine ou plus tard. Pareil pour les lycées techniques. Il y a 7 écoles de métiers qui sont en cours de construction. Il y a des petits frères qui certains ont le bac aujourd'hui. Ceux qui ne sont pas informés sont déjà en train de chercher à aller en droit, en sciences économiques et en géographie, sociologie. Demandez-leur d'aller en formation professionnelle et technique. Ils auront du travail quand ils vont finir. Les études, ça ne s'arrête jamais dans la vie. Moi, j'envisage quand je vais finir ici au gouvernement d'aller faire un doctorat en mathématiques. Le ministre, dans sa peau de père, de frère, nous a prodigué quelques conseils. Ces conseils qui nous orientent beaucoup plus dans le domaine professionnel. Quelqu'un qui va prendre un crédit de 10 millions, au lieu que tu payes 23%, le FNDA te dit non, tu payes 11% du taux d'intérêt. C'est super. Ça, on ne peut que dire merci à l'État. De nombreux achats ont été effectués au profit des forces armées béninoises. Des aéronefs ont été acquis, du matériel de guerre, du matériel de vision nocturne et j'en passe. Ce sont des matériels qui nous permettent aujourd'hui d'avoir un avantage décisif sur l'ennemi. Cette année même, nous avons reçu 2 hélicoptères neufs achetés par l'État béninois et d'autres appareils, d'autres machines sont attendues dans les semaines à venir. Nous pouvons dire que l'escadron est en montée de puissance et nous pouvons le dire pour toute l'armée de l'air en général parce qu'entre-temps, l'escadron faisait essentiellement des missions de transport et avec l'arrivée de nouveaux vecteurs aériens, l'escadron aujourd'hui est capable d'exécuter des missions d'observation, de surveillance et de reconnaissance. En plus de ça, nous sommes capables d'apporter de l'appui-feu au profit de nos troupes au sol. Aujourd'hui, avec les vecteurs que nous avons reçus, il y en a dedans qui sont armés et sur appel de nos forces au sol, on peut arriver à délivrer du feu depuis les airs. Ce sont des heures de vol destinées aux missions de reconnaissance, aux missions de soutien logistique et aux missions d'appui
direct au profit des forces terrestres en contact avec l'ennemi. Il faut noter que cette progression n'a pas été possible sans l'effort du gouvernement. D'abord, le mot signifie vacances, ça veut dire détente. Il est nécessaire qu'après 9 mois de travail, après 9 mois d'études acharnées, que l'enfant se repose. Donc les vacances sont d'abord destinées à se reposer, à faire un peu plus de tonus pour affronter les défis à venir. Néanmoins, les vacances ne doivent pas être simplement ce lieu où on sort, on se promène. On doit, n'est-ce pas, l'enfant doit avoir un certain calendrier, son agenda doit, n'est-ce pas, consister à s'organiser de telle sorte qu'il ait des temps de loisirs, de détente et des temps aussi d'études pour ne pas tout perdre. C'est pourquoi vous allez voir que dans les vacances, souvent, on organise les cours de vacances, surtout pour permettre aux apprenants d'être à jour, de ne pas perdre le niveau. Donc, la gestion des vacances doit se dérouler donc en 2 phases. Une phase où l'apprenant est libre de s'amuser, il n'a plus la pression de l'école, il n'a plus la pression des enseignants, il n'a plus la pression aussi des parents, mais lui, à son niveau, c'est la deuxième phase, lui, à son niveau, il doit savoir, s'il est encore en scolarité, il doit savoir qu'il doit s'organiser pour de temps en temps faire quelques pages de lecture, faire quelques pages d'exercice, faire quelques recyclages en ce qui concerne les notions qu'il n'avait pas pu maîtriser au cours de l'année. Et c'est là où les parents aussi doivent avoir un œil sur eux, les guider, leur permettre, n'est-ce pas, d'organiser ce calendrier, à cet agenda-là, pour qu'ils ne passent pas seulement leurs vacances à s'amuser. On permet, n'est-ce pas, à ces apprenants qui sont dans les vacances de s'occuper. Vous savez, c'est une façon pour eux de les préparer déjà à l'emploi. Mais cela ne dépasse pas un certain nombre d'heures. Par exemple, au Canada, c'est 15 heures. Donc, les enfants dans les vacances peuvent avoir de petits jobs, mais des jobs qui sont normalement orientés dans leur domaine de formation. Et ils ne vont pas faire n'importe quoi. Ils ne vont pas aller vendre du charbon au marché ou bien ceci, mais ils doivent faire des travaux, des jobs qui sont en corrélation avec leur formation. Peut-être un stage chez un soudeur, s'ils ont des compétences là, un électricien ou bien un supermarché, lorsqu'ils veulent par exemple devenir, faire carrière dans marketing et action commerciale, etc., etc. Donc, il faut que les jobs des vacances soient en corrélation, ne les éloignent pas trop des diplômes qu'ils espèrent avoir dans les années à venir. Bon, mais nous sommes en Afrique, vous savez un peu que ce n'est pas très bien organisé chez nous. On peut laisser aussi l'enfant à de petits jobs. Ça lui apprend aussi à se préparer pour la vie. Donc, les vacances ne sont pas seulement, et je vous remercie d'ailleurs pour cette question, ne sont pas seulement pour s'amuser, étudier. On peut aussi s'occuper avec de petits jobs, d'accord? Mais moi, j'insiste pour que ce job-là soit en corrélation avec le domaine d'études. Ça aide mieux l'apprenant. C'est comme s'il pratique, c'est une anticipation sur la pratique, c'est une anticipation sur l'entrepreneuriat, c'est une anticipation sur l'emploi, je veux dire. Au Kenya, la population ne décolère pas et les manifestations anti-gouvernementales ont repris. Dans le centre-ville de Nairobi, la police a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants, alors qu'ils réclament la démission du président Ruto. Certains militants plaident pour une prise en compte de leur voix. Je veux juste que ma voix soit entendue. Je veux que le président sache que nous n'acceptons pas ce qu'il fait. L'économie va mal et nous n'aimons pas cela. Ces rassemblements ont eu lieu malgré le retrait par le président kényan du projet de loi de finances controversé et le limogeage de son cabinet. C'est notre terre. Nous sommes en train de mourir ici. Soit nous obtenons justice ou nous mourrons ici. Et le minimum est que le président respecte ce que le peuple lui dit. Nous lui avons donné ce pouvoir. Il est temps pour lui de se conformer à ce que nous lui disons. Dans le cas contraire, nous demandons au FMI de venir récupérer sa marionnette.
Le Kenya a connu 3 semaines de troubles au cours desquelles des manifestants ont pris d'assaut le Parlement suite à l'adoption du projet de loi de finances prévoyant de nouvelles taxes. Lors des manifestations, plus de 30 personnes ont perdu la vie. Mardi, le Kenyan Kolis Jumaisi Kalusha comparaissait pour la première fois devant un tribunal de Nairobi. L'annonce de l'arrestation de ce tueur en série présumé a été faite lundi par la police kenyane. Aujourd'hui, je représente l'accusé dans cette affaire. À ce stade, l'accusation présente diverses requêtes afin de prolonger sa détention. L'accusé, la trentaine révolue, aurait abrégé la vie d'au moins 42 femmes. Des policiers disent avoir retrouvé plusieurs smartphones et des cartes d'identité dans sa maison. Le tueur présumé a été interpellé après la découverte de 9 corps de femmes sans vie dans une décharge. Les habitants avaient accusé la police d'inertie alors que des cas de disparition non élucidés avaient été signalés dans cette zone. « 200 policiers kenyans supplémentaires ont été déployés en Haïti. Ces agents se sont envolés pour le pays des Caraïbes dans le cadre d'une mission soutenue par les Nations Unies pour tenter de lutter contre la violence endémique des gangs. Le Kenya a déjà envoyé quelques 400 agents à Port-au-Prince, la capitale haïtienne, en juin. Le président kenyan William Ruto avait alors pris la décision controversée d'envoyer quelques 1000 policiers pour aider à stabiliser le pays en proie à des troubles. Le chef d'État kenyan tente simultanément de ramener le calme dans son propre pays où les manifestations antigouvernementales se multiplient. Le Kenya est à la tête d'une force qui devrait compter au total quelques 2500 personnes qui travaillent en étroite collaboration avec la police nationale haïtienne. D'autres pays, principalement d'Afrique et des Caraïbes, contribuent également à la mission, qui est bénie mais non gérée par les Nations Unies. En France, plusieurs décrets d'application de la loi immigration ont été publiés mardi dans le journal officiel. La loi stipule que tout étranger sollicitant un titre de séjour en France doit s'engager à respecter les principes de la République, dont la liberté d'expression et de conscience, l'égalité entre les femmes et les hommes, ou encore la laïcité. Cette publication intervient la veille du premier conseil des ministres post-élection législative. Un autre décret d'application de la loi immigration, publié ce mardi, renforce le dispositif de refus ou de cessation des conditions matérielles d'accueil et supprime le recours administratif préalable obligatoire à l'encontre des décisions de refus des conditions matérielles d'accueil. Pour rappel, 35 des articles de la loi avaient été partiellement retoqués par le Conseil constitutionnel. Le projet de loi avait également été vivement critiqué par la gauche et les militants des droits de l'homme, pour qui le projet de loi est arbitraire. La loi a été promulguée le 26 janvier 2024. Des centaines de pèlerins chiites rassemblés dans la ville sainte de Kerbala en Irak ont commémoré le martyre d'un petit-fils du prophète Mahomet au 7e siècle. Connu sous le nom d'Ashura, plus de 1340 ans après la mort d'Hussein, des milliers de fidèles se sont rendus dans le sanctuaire à Dôme d'Or où il est enterré pour y porter le deuil. Les chiites représentent plus de 10% des plus d'1 milliard de musulmans du monde et considèrent Hussein comme le successeur légitime du prophète Mahomet. Cette année, les talibans ont imposé des limites lors de cette célébration. Il y a eu des restrictions cette année. La police des mœurs a ordonné aux hommes en deuil de ne pas se battre avec des couteaux en public. Mais cela a été autorisé dans d'autres lieux de culte. Cette fête est célébrée différemment dans le monde musulman selon qu'on est de rite sunnite ou chiite. Pour les sunnites, l'Ashura est une fête de réjouissance populaire.
C'est officiel, Kylian Mbappé appartient désormais au Real Madrid. Le footballeur français a été présenté ce mardi au public du club espagnol. Au moins 80 000 personnes étaient présentes au Santiago Bernabéu, théâtre de l'événement. À 25 ans, Mbappé réalise enfin son rêve d'enfant. Preuve qu'il a préparé cet instant depuis. C'est en espagnol que le français livre ses premiers mots sous ses nouvelles couleurs. Me voy a intentar hablar en español. Wow. C'est incroyable d'être ici. C'est incroyable. Depuis des années, j'ai toujours rêvé de jouer pour le Real Madrid. Et maintenant, ce rêve se concrétise. Je suis un garçon heureux aujourd'hui. Une déclaration d'amour devant ses proches tout aussi comblée. Après son fiasco à l'Euro 2024, Kylian Mbappé sait sans nul doute que ses débuts avec son nouveau club seront scrutés de près. En Afghanistan, au moins 40 personnes ont trouvé la mort lors du passage d'une tempête dans l'est du pays. 350 autres ont été blessés selon les responsables talibans. Lundi, de fortes pluies ont frappé le pays. Les blessés ont été emmenés à l'hôpital régional de la province de Nangarhar depuis Jalabad, sa capitale. Il y a eu un orage et des pluies en même temps. L'orage s'est produit après les pluies. Cette maison s'est effondrée sur les gens. 15 personnes vivaient ici. 7 d'entre elles sont mortes. Environ 400 maisons et 60 poteaux électriques ont été détruits dans la province de Nangarhar. L'électricité a été coupée dans de nombreuses zones et les communications ont été limitées dans la capitale. L'évaluation des dégâts est toujours en cours. Le président russe Vladimir Poutine a inauguré mardi l'autoroute M11 Neva qui relie Moscou et Saint-Pétersbourg en conduisant une nouvelle berline russe, la Daora. Roulant sur la rocade nord de Dvir, récemment achevée, vers le lieu de la cérémonie d'ouverture de la voie de contournement, il a fait l'éloge de la réduction du temps de trajet entre les deux villes, séparées par une distance de plus de 700 km. Aujourd'hui, ici à Dvir, nous mettons en service avec près d'un an d'avance l'un des objets de Rosavtodor, une autoroute moderne de 60 km qui contourne la ville. Il s'agit de la dernière étape de la construction de l'autoroute M11 Neva, avec l'ouverture du contournement de Dvir. Le trafic entre Moscou et Saint-Pétersbourg sera assuré sans interruption, sans rupture et sans entrave à la circulation. La construction du nouveau modèle du constructeur automobile russe Avtovaz va être lancée cet automne en dépit des sanctions qui ont considérablement. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a réaffirmé la volonté de Moscou de voir siéger davantage de pays provenant du continent africain, d'Amérique latine et d'Asie parmi les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Il s'est exprimé lors du Conseil de sécurité duquel la Russie prend la présidence durant le mois de juillet. La modification de la composition du Conseil de sécurité doit être un élément clé de la réforme de l'organisation, même si elle ne permettra pas à elle seule d'accomplir un travail productif s'il n'y a pas d'accord fondamental sur le modus operandi entre les membres permanents. Cette considération n'annule cependant pas l'impératif d'éliminer les déséquilibres géographiques et géopolitiques au sein du Conseil de sécurité où les pays de l'Occident collectifs sont aujourd'hui clairement surreprésentés. Parvenir à un accord aussi large que possible sur les paramètres spécifiques de la réforme visant à renforcer la représentation de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique latine est une étape qui aurait dû être franchie depuis longtemps. Le chef de la diplomatie russe a accusé les États-Unis d'avoir détruit presque entièrement les accords dans le domaine du contrôle des armements et de continuer à intensifier la confrontation.